Ray, je pense que l'essentiel réside dans les priorités des deux présidents, Donald Trump et Poutine, et dans la manière dont ces priorités peuvent se rejoindre. Comment ils peuvent trouver un terrain d'entente pour collaborer? Eh bien, c'est une très bonne question, car il est désormais très clair, avec le nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale, que leurs priorités globales sont pratiquement les mêmes. Les Russes l'ont dit très clairement, personne ne semble le croire. Mais ils ont répété à plusieurs reprises que leur priorité absolue, leur principal objectif, est d'établir une relation décente avec les États-Unis, de reconstruire ce qui existait avant Biden, peut-être même en mieux, d'accord? Maintenant, il faut se demander pourquoi. Eh bien, la réponse simple, c'est que nous avons frôlé la guerre nucléaire sous Biden. Ces derniers mois, vous vous en souvenez. Ce n'était pas seulement Scott Ritter, mais maintenant, nous avons le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, qui affirme que nous avons été vraiment proches, plus proches que nous ne voudrions jamais l'être, d'une guerre nucléaire au cours de la dernière décennie. Donc je vois son objectif principal, celui de Poutine, comme étant d'empêcher une guerre nucléaire. Et pourquoi est-il nécessaire de cajoler et de traiter Trump avec des gants de velours? Voilà pourquoi. D'accord? Parce qu'il est imprévisible. Parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'il va faire. Et c'est un narcissique. Et la manière de traiter un narcissique délirant, c'est d'être très très gentil avec lui. Voilà donc, selon moi, la priorité de Poutine et de la direction russe. En ce qui concerne Trump, je crois avoir déjà dit qu'il veut pouvoir se vanter d'avoir conclu cet accord. C'était vraiment un accord difficile. D'accord. Maintenant, il a toutes les cartes en main. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut entretenir une relation décente avec Poutine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale le dit clairement. C'était un document remarquable. Même Poutine, lors de sa séance de questions-réponses de fin d'année, a dit « Écoutez, vous les Européens, vous ne lisez pas. Lisez ce document sur la stratégie de sécurité nationale. Il montre que nous ne sommes plus l'ennemi, nous sommes un partenaire des États-Unis. Et ce document dit que nous allons essayer de résoudre ensemble le problème ukrainien afin d'avoir une meilleure relation avec la Russie. Voilà nos priorités. D'accord, très bien. L'Europe. L'Europe arrive en troisième position. Vous savez, l'Europe n'a pas d'importance. L'Europe s'est déjà exclue elle-même. Nous avons donc une convergence où Trump, pour une raison ou une autre, veut entretenir une relation correcte avec la Russie, veut en finir avec cette affaire et veut pouvoir, vous savez, quand les gens disent « ma gouverne, pour l'amour de Dieu », il veut un prix Nobel. Vous pensez vraiment que c'est ce qui le motive? Et je dis oui. Désolé, cela paraît enfantin, cela semble narcissique. Mais, vous savez, je pense que c'est un facteur ici. Prix Nobel pour 2026, il était en lice. Je pense que Poutine, je pense que Trump aimerait conclure quelque chose, établir un cadre le mois prochain avant que les nominations ne soient officiellement annoncées. Ray, la manière dont Donald Trump essaie de négocier avec Zelensky, penses-tu qu'il exerce une certaine pression sur lui après cette rencontre? Quels sont, selon toi, les signes de ce qui s'est passé pendant cette réunion? Eh bien, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Trump se vantait d'avoir parlé avec Poutine juste avant la réunion. Je veux dire, il doit bien se rendre compte que les gens vont l'accuser de recevoir des instructions de son ami de toujours, Poutine, non? Trump ne semble pas très inquiet à ce sujet. C'est peut-être une erreur, mais il s'est vanté d'avoir parlé à tout le monde. Et puis il a dit 2h30. Les Russes ont dit que c'était 1h15. Et il a ajouté, on va arranger tout ça. Puis je vais appeler les Russes juste après. Oh, je vais aussi appeler les Européens. Oui.
Pourquoi ne pas parler aux Européens? Mais ensuite, j'appellerai les Russes. Donc, il me semble que, qu'il ait raison ou non d'agir ainsi, Trump se sent pousser des ailes. Trump is feeling his oats, and he thinks he can shove this thing through. Et il pense qu'il peut faire passer cette affaire de force. La principale raison, bien sûr, c'est que les Russes ont gagné sur le terrain. Il leur reste très peu à conquérir dans le Donetsk et un peu dans le Luhansk. Donc tu sais, le Donbass est perdu. Il ne sera jamais rendu. Comme je l'ai dit, il peut y avoir une certaine flexibilité concernant ces deux autres régions. Pas sur la Crimée, bien sûr. Je pense donc que Trump voit qu'on peut lancer ces groupes de travail. Nous pouvons apprendre aux Européens que, regarde, c'est schmerzlich, c'est très douloureux, mais que c'est une bonne chose. Comme cet article de Die Welt, qui a été écrit par un rédacteur important, et ils ont presque 1 million d'exemplaires en circulation papier. Ils sont considérés comme l'un des principaux journaux d'Allemagne. Et ce n'est pas seulement cela, c'est aussi leur ministre de la Défense, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. D'accord. Alors qu'a-t-il dit? Eh bien, il a dit, en substance, que ce type, Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ne savait pas de quoi il parlait. Il n'y aura pas de guerre. Les Russes ne vont pas nous attaquer. Que se passe-t-il? Mon Dieu, ce n'est pas ce que Merz a dit. Il y a donc un grand conflit. Il y a de grandes failles. Et lorsque le ministre de la Défense allemand semble aller dans le sens de ce qui paraît maintenant dans Die Welt, on n'a plus que de simples signes avant-coureurs. Il devient nécessaire pour les Européens de se réveiller et de se demander, « Mon Dieu, allons-nous encore dépenser plus d'argent pour cela? Comment allons-nous justifier ces dépenses au moment des élections? Ce qui arrivera dans 1 an ou 1 an et demi. » Et donc, ils ont un intérêt personnel dans cette affaire. Mais la façon dont ils vont la résoudre ressemble à une situation perdant-perdant pour eux. Je pense qu'ils vont céder, comme l'article de Die Welt le suggère. Je vois cela comme un signe avant-coureur de ce qui va venir. Mais vous savez, ils se sont exclus eux-mêmes, et Trump ne cache pas sa coopération avec Poutine. La réaction russe, d'après ce que j'ai vu hier soir, était circonspecte, mais factuelle. Et le point important, bien sûr, c'est qu'ils ont accepté de participer à ces groupes de travail, l'un sur la question de la sécurité, l'autre sur d'autres sujets, l'économie, et ainsi de suite. Donc, les choses avancent. Maintenant, certains disent, eh bien, c'est mort-né. Qu'est-ce qui est mort-né? Le plan en 20 points, enfin, le premier mort-né, comptait 28 points. Puis Rubio et les Européens ont élaboré quelque chose à 20 points, ou peut-être 19. C'était censé régler la question, non? Witkoff a jeté ça à la poubelle et est revenu aux 28 points. Je t'en ai déjà parlé. Ils les ont passés en revue pendant 5 heures, d'accord? Maintenant, les Européens, ou Zelensky, ont un nouveau, devine quoi, un nouveau plan à 20 points qu'il a rédigé, d'accord? Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, si le précédent se répète, il finira lui aussi à la poubelle. Ce que Trump a dit est vrai. Zelensky n'a aucune carte en main. Les Européens non plus maintenant. Ils sont humiliés. Ils n'ont aucun moyen de répondre. L'OTAN est en train de se désagréger. Peut-être que je devrais simplement dire quelque chose à propos de l'OTAN. Elle n'est rien sans les États-Unis, d'accord? NATO is nothing without the United States, okay? Now, NATO is without the United States. Aujourd'hui, l'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Même Poutine l'a souligné. L'OTAN, l'alliance de défense. Maintenant, si les États-Unis veulent se lier d'amitié avec la Russie, il ne l'a pas dit ainsi. S'ils veulent entretenir une relation cordiale, que va-t-il advenir de ces États membres en Europe? Quelqu'un croit-il encore à l'article 5 qui oblige les États-Unis, ou du moins les contraint à consulter leur législature et à obtenir l'autorisation d'entrer en guerre si l'Estonie provoque un conflit avec la Russie? Quelqu'un y croit encore? Personne n'y croyait auparavant.
Mais maintenant, nous avons Poutine et Trump qui disent « Regardez, l'OTAN est finie. L'Union européenne est tellement fragmentée qu'elle ne se remettra probablement pas de cette tentative de s'emparer de l'argent russe. » Eh bien, je dirais que depuis une dizaine d'années, Ursula von der Leyen a été marginalisée. Ils vont probablement la destituer, du moins ils le devraient. Ainsi, l'UEMEV et l'OTAN sont celles qui ont le plus souffert de tout cela. Et si les États-Unis s'intéressent davantage à entretenir de meilleures relations avec la Russie, et je crois l'avoir déjà dit, mais c'est important, quand je suis entré à la CIA en 1963, c'était pour combattre le Glavny Vrag, l'ennemi principal. Et qui était-ce? Les Russes, bien sûr. Glavny Vrag, c'est ainsi qu'ils nous appelaient aussi. Eh bien, devinez ce qui s'est passé vers 2025. Nous avons perdu notre place. Les États-Unis ont perdu leur place de Glavny Vrag, d'accord? Qui est le Glavny Vrag maintenant? L'ennemi principal. L'Allemagne. Ce sont des sondages d'opinion très respectés en Russie. Cela ne devrait plaire à personne, n'est-ce pas? Tout le monde dit « Regardez, Gorbatchev a été un imbécile, vraiment stupide, d'avoir laissé l'Allemagne se réunifier en échange d'une promesse qui a été violée, à savoir que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce à l'est de la frontière de l'Allemagne de l'Est. Donc, Gorbatchev s'est fait avoir, et nous n'aurions jamais dû réunifier l'Allemagne. Cela doit forcément leur trotter dans la tête, car tous les Russes instruits savent ce qui s'est passé. Quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu 27 millions de citoyens soviétiques face aux hordes nazies. C'est pour cela qu'ils détestent les nazis. Et c'est pour cela qu'ils détestent les néo-nazis à Kiev. Ray, l'Allemagne a réduit son aide à l'Ukraine. Même quand on regarde sa rhétorique, elle devient plus agressive. Mais en coulisses, sous la surface, on voit bien que l'aide à l'Ukraine diminue. C'est la réalité de ce qui se passe là-bas. Et il ne semble pas que l'Europe soit prête de se retrouver dans une meilleure position pour aider seule l'Ukraine, sans le soutien des États-Unis. Vas-y, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce qui se passe dans l'esprit des Européens après cette réunion, par exemple. Eh bien, Nima, je pense que tu sais que c'est moi qui ai inventé cet acronyme. MITSIMAT. C'est une extension du complexe militaro-industriel d'Eisenhower. Cela signifie le complexe militaro-industriel congressionnel renseignement médias université groupe de réflexion. Il est tout aussi puissant, peut-être même plus, en Allemagne qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Après tout, qui est ce type, Moss? Il ne vient pas d'une de ces sociétés financières qui concluent toutes ces affaires. Je vais te donner un exemple. Je viens du Bronx, à New York. Eh bien, laisse-moi te donner un exemple. Avant le coup d'État à Kiev, il y avait cette entreprise allemande, Maffei, et elle était complètement à l'arrêt parce qu'on lui avait confié la construction du char de combat européen commun. Et il n'y avait aucun danger ou ennemi européen commun dont on puisse parler. Enfin, avant le coup d'État à Kiev. Alors, que s'est-il passé? Juste après cela, Krauss-Maffei, l'entreprise allemande et la société française ont obtenu les droits et ont commencé à construire tout ce matériel. Et maintenant, Rheinmetall, le grand groupe allemand, dit « Regardez, Maffei, nous avons les droits pour construire le char européen commun. » Non, ils se sont affrontés devant les tribunaux, mais ils ont trouvé un accord à l'amiable. Maintenant, leur action commune a augmenté d'environ 4 ou 5 fois. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce type, Moss, il vient d'où? Il vient, j'ai oublié le nom de cette grande organisation financière. BlackRock, n'est-ce pas? BlackRock. Et vous savez, il possède la moitié de l'Ukraine. Les champs fertiles aussi.
Voilà ce qui se trame ici. C'est pour cela qu'il reçoit tout cet argent. Mais ils réduisent l'aide à l'Ukraine. Ils prétendent que la grande menace vient de la Russie, mais pas tout de suite. Les Russes vont attendre que nous soyons prêts, et cela prendra probablement 3 ou 4 ans. Et Pistorius, leur ministre de la Défense, a maintenant déclaré « Oubliez ça, c'est une mascarade ». Rutte, le chef de l'OTAN, parle à tort et à travers. Les Russes ne vont pas envahir l'Europe de l'Ouest. Et pour ceux qui y croient encore, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, c'est ce que Biden a dit dans son dernier discours sur l'état de l'Union. Il a dit « Maintenant, est-ce que quelqu'un dans cette salle pense que Poutine s'arrêtera à l'Ukraine? Non, il prendra la Pologne et les États baltes. » Maintenant, lorsque le président des États-Unis dit cela, malheureusement, la plupart des Américains le croient. Beaucoup de gens en Europe le croient aussi. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. C'est pourquoi Poutine devient un peu inhabituellement agité lorsqu'il dit « Je vous l'ai dit 100 fois, nous ne voulons pas envahir l'Europe de l'Ouest. Nous sommes prêts à nous arrêter. » Et comme je l'ai déjà dit dans votre émission, les Russes se sont effectivement arrêtés. Ils se sont arrêtés 6 semaines après le début de la guerre. Et maintenant, nous avons l'ambassadeur suisse en Turquie qui a participé aux négociations à Istanbul en mars et avril 2022. Il a publié une vidéo expliquant exactement ce qui s'est passé. Il était en contact avec les Turcs qui suivaient toute cette affaire. Et il confirme que ce sont le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont intervenus en disant « Non, il ne s'agit pas du Vietnam, ni de ce que vous imaginez. Il s'agit d'affaiblir la Russie. Et donc nous ne voulons pas que vous acceptiez cet accord et nous vous soutiendrons, l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. » C'est une histoire très triste, car beaucoup d'Ukrainiens sont morts depuis que Zelensky a été convaincu de suivre l'Occident sur ce point. Maintenant, c'est aussi longtemps qu'il le faudra. C'est fini. Pourquoi ne voit-il pas la vérité? Peut-être le fera-t-il après Mar-a-Lago hier, mais il continue de dire à ses troupes de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est bien sûr ce que des gens comme le sénateur Lindsey Graham approuvent. Aucun de nos soldats n'a été tué, peu importe qu'1 million. Et j'emploie ce terme avec précaution. Environ 1 million de jeunes Ukrainiens et de personnes presque de mon âge ont été tués au combat, totalement inutilement. Si les États-Unis et le Royaume-Uni n'avaient pas dit à Zelensky de ne pas accepter cet accord, il s'était arrêté à ce moment-là. C'était en mars ou avril 2022. Je veux dire, s'il s'était arrêté à ce moment-là et n'avait pas voulu prendre une partie de l'Ukraine, ces provinces faisaient encore partie de l'Ukraine, selon cet accord. La seule condition, c'était qu'ils acceptent de ne pas rejoindre l'OTAN et qu'ils aient un cessez-le-feu pour régler les autres problèmes plus tard. Donc il s'était arrêté là. L'idée qu'ils voulaient prendre toute l'Ukraine, ou passer ensuite à la Pologne et aux pays baltes, il n'y a tout simplement aucune preuve de cela. Il n'y a pas la moindre preuve que les Russes aient été considérés comme très dangereux avant que les États-Unis et les services occidentaux travaillant avec eux ne renversent le gouvernement dûment établi à Kiev le 14 février. Non, le 22 février 2014. Et ce qui distinguait ce coup d'État, c'est qu'il avait été annoncé 2 semaines et demie à l'avance. Vous connaissez cette histoire où Victoria Nuland parle à l'ambassadeur américain à Kiev et dit « Oh, tout est sous contrôle. Yats est notre homme. Mettez les autres de côté. Yatsenyuk est notre homme. » Et l'ambassadeur, M. Piat, répond « Mais Madame la secrétaire, les Européens ne vont pas. Les Européens ne vont pas. Lupopelme. Ils ne vont pas apprécier cela. » Et elle répond qu'ils aillent se faire voir les Européens. D'accord? Qu'ils aillent se faire voir les Européens. Whoa, F the Europeans. Well, how do we know
Eh bien, comment savons-nous, entre autres, que cette conversation interceptée était authentique? Parce que le lendemain, elle s'est excusée auprès des Européens. Elle a dit « Oh, je ne voulais pas dire ça. Non, non, non. S'il vous plaît, je suis désolée. Oui, je ne voulais pas dire ça. » Mais elle l'a dit. Et c'est ainsi qu'ils voyaient les Européens à l'époque. Et maintenant, ils les regardent avec encore plus de mépris. Trump, lui, le fait envers les Européens. Ils n'en ont rien à faire de ce que Starmer, Scholz ou Macron, les trois mousquetaires, pensent de tout cela. C'est fini. S'ils veulent gaspiller plus d'argent, s'ils veulent acheter encore des armes américaines, libre à eux, car nous n'avons plus d'armes à vendre pour le moment. Eh bien, 3 ans. Oui, 3 ans, pendant que les Russes ne voyons. Soyons sérieux. Tout cela est surréaliste. Et ce qui est regrettable, c'est que, à moins que les gens, la plupart des gens, aient accès à des programmes comme le vôtre, et je ne parle pas seulement de moi, je parle de n'importe qui, des excellentes personnes que vous invitez, à moins qu'ils aient la possibilité de comprendre quelles sont les réalités, ils sont perdus. Parce que, eh bien, les grands médias sont le pivot de ce Mickey Mac. Quand je dis médias, je veux dire en majuscule, parce que les médias appartiennent aux entreprises qui dirigent le reste du Mickey Mac. Bon sang. Et les médias ne vous diront pas la vérité. C'est sur cela que nous travaillons maintenant. Nous commençons à voir des signes de progrès avec des émissions comme la vôtre et celle du juge Napolitano. J'espère que dans l'année à venir, nous pourrons avoir un impact encore plus fort sur la conscience publique, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe.